Bonjour, aujourd'hui je suis avec Enora Tessandier qui est psychosexologue et qui va nous parler de l'œuf de Yoni. Il y a pas mal de sujets en vogue en ce moment et de plus en plus de personnes commencent à s'y intéresser. Et du coup, j'ai voulu faire appel à Enora qui est une des expertes et qui accompagne à la pratique de l'œuf de Yoni pour que tu nous en dises plus et nous expliquer voilà, comment l'utiliser, à quoi ça sert et comment il faut faire. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, ton parcours, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'intéresser à l'œuvre de Yoni? Mm. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous. À la base, je suis éducatrice spécialisée. J'ai voulu me former à la thérapie. J'ai choisi la psychosexologie. Et puis, ce qui m'intéresse particulièrement, dans ce sujet-là, ce sont les tabous, les croyances, le fait que pendant de nombreuses années, la femme n'avait pas droit au plaisir. Donc, pour développer le plaisir féminin, ce qui est intéressant, c'est la tonicité du périnée. Donc, j'en suis venue à m'intéresser du coup à l'œuf de Yoni et puis à me former à cette pratique. Alors, justement, le périnée, où est-ce qu'il se place et à quoi il sert? Parce que c'est souvent un muscle dont on commence à s'intéresser, en général, après un accouchement. Mais avant ça, comme beaucoup de choses concernant le corps de la femme, son cycle et beaucoup de choses, c'est le truc, on n'a jamais entendu parler ou on ne s'est pas intéressé à ce muscle-là. Oui, Or, il peut être important et intéressant de le faire. tout à fait. Le périnée, on le voit là, donc là c'est en position gynécologique, c'est-à-dire que la femme elle est plutôt allongée, les jambes écartées. Et on va voir que une des couches du périnée, en fait, des muscles du périnée, va du coccyx jusqu'au pubis, au clitoris. En fait, c'est le clitoris qu'on voit ici, et d'un bout à l'autre du bassin. Il passe autour de l'anus. Ici, on a l'anus. Ici, c'est le vagin. Ici, c'est l'orifice de l'urètre. Là, c'est une des couches, mais en soi, il y en a d'autres des couches du périnée. Ouais. Euh, En hauteur à l'intérieur du bassin, ça? Tout à fait, tout à fait. Et il y a plusieurs couches de muscles qui viennent finalement soutenir tous nos organes intestins et puis de la sphère génitale. Et comme tu disais, oui, on s'en occupe au moment quand il y a une grossesse. Les médecins commencent à enfin proposer de la rééducation quand il y a une grossesse avec naissance par césarienne. Parce que finalement, le bébé a porté sur le périnée et le périnée, du coup, c'est un peu affaissé. Mhm. On n'en parle pas assez pour d'autres raisons. Déjà, la prévention des fuites urinaires, des descentes d'organes. En plus, les fuites urinaires aujourd'hui, on fait de la pub pour des couches culottes, alors qu'en fait, il suffirait de rééduquer son périnée, quoi. D'accord. Et puis, un domaine qui m'intéresse pas mal aussi, pour le plaisir. Parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, le périnée passe tout autour du clitoris. Et le clitoris, je fais le lien Oui. entre périnée et clitoris. Le clitoris, il n'est pas comme on l'a appris, ceux qui ont eu quelques cours en SVT, au collège ou au lycée, un petit point sur la vulve. Non, c'est pas juste un petit point. Le petit point qu'on voit, c'est le gland du clitoris. Donc j'ai un petit clitoris en 3D. Le petit point, c'est lui, c'est le gland. Et à l'intérieur, en fait, on a les piliers et les bulbes du clitoris. Alors, j'aime bien montrer, là pour l'instant, je vais vous montrer quelques petites planches. J'aime bien montrer parce que ça permet que ce soit vraiment visuel. Et encore, il y a des vidéos en 3D qui sont vraiment intéressantes Mhm. qui sont sur mon site internet. Peut-être que tu pourras mettre le lien dans la Ouais. vidéo. Je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche.
Parce que la vidéo 3D nous permet vraiment de bien comprendre comment on est fait, c'est génial. Donc, le partage d'écran. Voilà, j'aime bien montrer cette planche-là qui compare un clitoris et un pénis. Et au final, on a sur le pénis et sur le clitoris, il y a les piliers. Les piliers, en fait, ce sont les corps caverneux. Donc, si on faisait une coupe transversale d'un pénis ou d'un clitoris, finalement, on a les corps caverneux dans les deux. Et comme pour le pénis, finalement, quand il y a excitation, les corps caverneux et les bulbes se gorgent de sang. Donc, qui s'agrandissent. Et c'est cela qui, du coup, augmente le plaisir ou qui contribue au plaisir? Ça contribue au plaisir. On voit là le clitoris qui est derrière la vulve. Les bulbes sont derrière ce qu'on appelle les petites lèvres. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a du désir, souvent les petites lèvres se gonflent. Parce que finalement, les bulbes derrière sont gonflés de sang. Donc là, on a le gland du clitoris qui ressort. Et puis derrière, on a les piliers. Ça nous permet un petit peu plus de comprendre que le clitoris, finalement, bon là, il serait un petit peu plus rapproché, si vous voulez. Ici, on a la vessie, on a l'utérus, le pubis. Et donc là, on voit que le clitoris, il passe autour du vagin qui est là. Bon, en vrai, il serait un petit peu plus rapproché. C'est déjà pas mal. Une planche qui nous montre un clitoris complet. Donc, si vous voulez, le périnée passe autour du clitoris, il passe dans des couches superposées. Ok. Si on revient sur la première, ici, on voit bien que les muscles passent tout autour des bulbes et passent tout autour des piliers et du clitoris. D'où l'importance d'avoir un périnée tonique. Un périnée en béton, ça ne va pas aider pour avoir plus de plaisir, mais un périnée trop souple non plus. Donc l'intérêt, c'est que ce soit entre les deux tonique, vraiment. Est-ce que justement, ça va bien raffiner. Ouais. D'accord, non, juste peut-être affiner cette notion-là. Comment on sait si notre périnée est tonique ou pas? Est-ce qu'on peut le savoir déjà ou il faut forcément faire appel à un spécialiste? Alors, on faisant appel à un spécialiste qui va toucher au niveau du périnée, on aura le regard professionnel et on saura quel muscle est plus ou moins tonique. Ouais. Par contre, déjà, si je vous demande là maintenant de contracter le périnée et de contracter seulement au niveau du vagin, une grande partie des personnes ne vont pas pouvoir contracter juste au niveau du vagin et vont même me dire mais comment je fais? Donc ce que je propose c'est de contracter toute la zone comme si on retenait des selles aux toilettes, avant d'aller aux toilettes. Donc on contracte toute la zone et donc en fait finalement c'est ça le périnée. Après il est possible de dissocier les zones avant, arrière et puis après même en hauteur. Et donc, une fois qu'on a fait, on va dire, un peu ce pronostic de se dire, tiens, j'arrive pas à contracter ou j'arrive pas à dissocier au moins ces trois zones. Donc, ces trois zones, de ce que je comprends, si j'ai bien compris, c'est au niveau de l'urètre, au niveau du vagin et au niveau de l'anus. On a la zone avant, donc au niveau urètre-vagin tout ensemble, et arrière. Déjà, on peut dissocier ces deux zones-là au niveau de l'anus. Et après, c'est en hauteur, en couche. D'accord, c'est les trois zones en hauteur à l'intérieur du bassin. Donc, limite, en fait, au niveau, on devrait en fait sentir les niveaux dans la hauteur du vagin, en fait. On peut, mais pour ça, il faut de l'entraînement.
C'est ça. Donc là, clairement, connaître les trois, enfin, voilà, plusieurs niveaux de sensations internes du vagin. Là, on commence à rentrer dans un truc, on se dit, ouh, ouais, faut être spécialiste, quoi. Mais pas forcément. Alors, comment on fait ça? Quel est l'intérêt, du coup, de connaître et sentir l'intérieur de son vagin? L'intérêt, c'est de connaître plus cette partie-là. On va avoir l'intérêt au niveau du plaisir. Justement, en sexologie, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait de la rééducation périnéale tous les 10 ans pour la prévention et pour le plaisir. Ou alors, régulièrement, des exercices qu'on fait seul. Et donc, à ce moment-là, c'est quand on commence à se poser cette question-là et qu'on veut se retonifier son périnée, est-ce qu'on peut faire, donc, ce que tu dis, des exercices seuls ou il faut aller consulter et être accompagné dans cette rééducation? Tout dépend du choix de chacune. Tout dépend aussi du stade où on en est. S'il y a déjà des fuites urinaires, ça peut être intéressant de faire un premier travail avec un professionnel du domaine, kiné spécialisé dans la rééducation périnéale ou sage-femme. Ok. Mais si on n'en est pas à ce stade-là, on peut faire des exercices seul chez soi. Et tu posais la question de l'intérêt. Il y a aussi un intérêt pour le partenaire qui va avoir plus de sensations avec un périnée que nous, en étant dans un périnée que nous. Alors, si on va dans l'option, la voie, j'essaye de faire toute seule, comment ça se passe? Déjà, la première option, ça peut être de faire des exercices sans rien, sans œuf, on va dire, tous les jours. Ça peut être de faire des contractions assis, allongé, debout. On peut se créer une routine aussi, par exemple, au lit le matin. Donc, je suis allongée. Ensuite, je ne sais pas, pendant le petit-déj. Et ensuite, quand je me brosse les dents. Comme ça, on crée cette habitude-là. Il y en a qui le font au travail aussi. Par contre, ça me fait penser que c'est important, sauf aux toilettes. On entend parler de cette méthode du stop pipi et cette méthode, elle est à proscrire. On contracte le périnée quand on veut, sauf aux toilettes. Pourquoi? Parce que le cerveau, il doit avoir l'information de se détendre. Et là, on lui donne une information contraire de se contracter. Et ensuite, on lui dit, vas-y, tu peux te redétendre, et puis à nouveau se recontracter. Et le cerveau, lui, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et ça crée des dysfonctionnements. Et ça peut créer des maladies comme des cystites. D'accord. Important. Donc, et pour les hommes, c'est pareil. Donc, on contracte quand on veut, sauf quand on est en train d'uriner. Voilà. Et après, dans les contractions, il peut y avoir une contraction déjà dans un premier temps, comme ce n'est pas toujours évident de contracter le périnée puisqu'on n'a pas pris cette habitude-là, ça peut être une contraction juste dure, on va dire, enfin, de toute la zone. Ensuite, il peut y avoir une contraction où on imagine comme s'il y avait un fil qui partait de l'entrée du vagin et qu'on va le tirer vers l'intérieur. Donc, ça fait une contraction un peu vers le haut, comme ça. En sachant que ce muscle, il est fait comme ça, c'est un peu haut, c'est pas pour moi. Et donc, le muscle, c'est toujours de le remonter. Voilà, je vais faire comme ça. C'est toujours de le remonter. Ok. L'idée. Donc, on a ça. Et puis, on a aussi l'exercice de la framboise. Là, c'est Lydia Vasquez, avec qui je me suis formée, avec qui je travaille, qui l'avait proposé. D'imaginer, hein, pas mettre une savonnette, mais imaginer une savonnette à l'entrée du vagin, d'imaginer qu'elle remonte et ça glisse bien une savonnette. Donc, on va contracter le bas, puis le haut. Et comme ça, la savonnette, elle remonte. Et ensuite, la framboise, où là, la framboise, l'idée, c'est de la remonter jusqu'en haut, mais sans en faire de la purée de framboise. Donc, c'est de la remonter par petit à coup, et doucement. Voilà, différents exercices possibles. Ah, super. Et quand tu dis jusqu'en haut, c'est jusqu'en haut de où? Parce qu'au fond du vagin. Là où tu le sens. Là, c'était juste après voir si justement, en fait, il fallait s'exercer à tonifier toute la zone, en fait, qui entoure tout le vagin,
Et du coup, le haut, pour moi, enfin, ce que je voyais anatomiquement, c'est après, il reste le col de l'utérus, quoi. Est-ce que après, on peut aller au-delà ou pas? En fait, cet exercice, finalement, oui, voilà, cet exercice, tu le fais en fonction de tes ressentis. Tu peux monter jusqu'au niveau des ovaires dans les ressentis, dans cette zone-là. Non, bah, c'était juste la question, comme tu disais, jusqu'en haut, mais tu vois, jusqu'en haut de quoi, De nos sensations. Après, on passe au niveau des abdos. Et donc après, une fois qu'on a fait ça ou qu'on commence à le pratiquer chez soi, alors faut le faire combien de temps, combien de fois par jour, longtemps, tout le temps ou pas? Toi, tout le temps sur du long terme ou Les sages-femmes avec qui je travaille, elle conseille à ses patientes de le faire dans les 3 positions que j'ai dit, allongé, debout et assis, parce que ça va venir travailler les muscles un petit peu différemment. D'accord. Après, donc il y a ces méthodes-là, mais il y a aussi la méthode avec l'œuf de Yoni qui va venir affiner encore plus les sensations, qui va être d'autant plus intéressante pour différentes choses, hein, pour la tonification du périnée, mais ça peut être utilisé dans problèmes de lubrification, de désir, de douleur à la pénétration. Voilà, il y a différentes méthodes. Tu peux nous éclairer là-dessus et nous dire bah, comment on commence, comment on fait, comment on choisit l'œuf? Du coup, effectivement, on parle de plusieurs tailles d'œufs. Moi, je travaille essentiellement avec les moyens. Déjà, il y a la pratique de l'œuf de Yoni, donc j'en montre là, vient du taoïsme et aussi du chamanisme mexicain. On aura des pratiques différentes. Dans le taoïsme, c'est pour le périnée. C'était des boules, donc on parle des boules de geisha. Ouais. À l'époque, les boules de geisha, c'était des pierres. Et ce n'était pas ils n'étaient pas reliés avec un cordon qu'on peut tirer dessus pour l'enlever ou quoi que ce soit. L'exercice, c'était de les faire tourner sur elles-mêmes, enfin, de les faire tourner comme ça. Pour le faire, il faut avoir une très grande pratique déjà. Du côté chamanisme mexicain, là on est donc sur l'œuf en obsidienne. On n'est pas sur la tonification la tonicité du périnée, mais sur un travail d'introspection et de quête de vision, un travail avec les rêves. On va commencer d'abord sur toi, la première pratique sur le périnée. Alors, comment on en est venu des boules de geisha à l'œuf, en fait? Je peux expliquer pourquoi un œuf et pas une boule. Parce que la boule, elle est intéressante pour faire ces mouvements-là. Mais l'idée, en fait, avec l'œuf, c'est de pouvoir jouer avec sa forme, de pouvoir, en contractant le bas, de le faire monter dans le vagin. Après, tu le détends et il redescend. Et après, tu peux contracter. Donc, tu peux faire ce genre de mouvement. Et avec une boule, ce qui va se passer, admettons, on a l'impression une boule. Tout ce quand on va faire contracter autour, elle va tourner sur elle-même. Donc, elle ne va pas augmenter, elle ne va pas bouger dans le vagin. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est on pourra contracter autour des boules. Pareil pour les boules de geisha qui sont attachées l'une à l'autre dans du commerce. C'est juste ça qu'on fait, quoi. On contracte autour. Déjà, ça, c'est pour la forme. Je travaille essentiellement avec des œufs de taille moyenne. Celle-là, c'est une petite taille, mais c'est pour la pratique chamanique. Déjà, un bon nombre de personnes qui vont mettre un œuf de taille moyenne dans leur vagin, dans un premier temps, ne pas le sentir, voire même il va retomber tout de suite. Parce que le périnée n'est pas assez tonique. Donc voilà, déjà, dans un premier temps, ça va être de réussir à maintenir l'œuf dans le vagin. Ça va être la première étape. Là, c'est ce que j'ai, ce que je vends, il est en bois. Il y a une pierre dedans, mais il est en bois. Il n'a pas de ficelle. Pourquoi? Parce que certaines femmes ont peur que l'œuf rentre à l'intérieur et puisse sortir et qu'il reste coincé, je ne sais où. Donc là, je vais vous montrer par rapport à la planche.
En fait, on a l'utérus ici, le vagin, la vessie, le pubis, l'anus. Donc, le clitoris, on ne voit pas beaucoup ici, mais en gros, il est là. Et là, finalement, quand on le met dans le vagin, il ne va pas pouvoir aller plus haut que le col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est beaucoup trop serré, beaucoup trop fermé pour que l'œuf puisse aller plus haut. Alors, pour des femmes qui auront un utérus rétroversé qui va sur l'arrière, l'œuf peut aller se coincer un petit peu, mais on peut mettre le doigt et venir le chercher et le redescendre. Et justement, en fait, les femmes, elles le sentent bien parce qu'elles le sentent comme s'il était aspiré. Et le premier travail, ce sera de les contracter pour éviter qu'il soit aspiré. Mais il n'y a vraiment aucun risque. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut aller le chercher. Et donc, pas de ficelle pour différentes raisons. Parce que sinon, on a tendance à tirer dessus pour le récupérer. Sauf que, comme je le disais, le périnée, il faut le remonter, en fait. Et donc, si après, tu tires dessus, il va dans le mauvais sens et ça bousille tout le travail qu'on a fait jusque-là. Tout comme si on pousse pour faire descendre l'œuf, Ouais. ben, pareil, ça pousse le périnée dans l'autre sens. Et c'est exactement la même chose hein, quand toutes les femmes qui font des abdos, un bon nombre d'abdos, on vient pousser, en fait, on compresse au niveau du constant, on compresse tous les organes faut bien qu'ils aillent quelque part, donc ils sont poussés vers le périnée. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont bien en baraque, mais qui ont un périnée qui ne suffit bien, par exemple. Donc, la ficelle, elle n'est pas utile, déjà. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles je préfère faire sans ficelle. D'une, si c'est percé d'un point de vue de l'hygiène, ça va être plus galère pour nettoyer. Et donc là, on est sur un œuf en bois avec une pierre à l'intérieur, mais admettons qu'on ait une pierre, un œuf en pierre, voilà, une obsidienne plus grosse. Il y a plusieurs types de perçage. Déjà, sans perçage, au niveau énergétique, la pierre, elle rayonne. Il y a de l'énergie partout. Il semblerait en tout cas. Et il semblerait que si on perce ici, ça coupe toute l'énergie de la pierre. Elle rayonne plus. Et s'il est coupé dans ce sens-là, ça fait un peu comme une fontaine. Ça tourne autour, mais il y a plus de rayonnement énergétique tout autour. Donc, pour ces différentes raisons, je préfère pas percer. Est-ce que le choix de la pierre est important? Si oui, comment on fait? Oui, alors personnellement, comme à la base, je me concentre sur mon activité de sexologue, je travaille essentiellement avec 3 pierres. Bon, l'obsidienne, dans le travail chamanique, on met de côté. Mais en tout cas, pour le périnée, je travaille essentiellement avec du jade et avec du quartz rose. Le jade, parce qu'il va travailler sur le transgénérationnel, sur l'émotionnel, les blessures. Et le quartz rose, je vais le conseiller à toutes les personnes qui ont vécu des choses compliquées dans leur vie, des traumas, ou des opérations dans la sphère génitale aussi, qui ont un passé douloureux avec cette zone-là. Et parce que le quartz rose est une pierre plus douce, qui va travailler plus légèrement et qui va travailler aussi sur l'amour de soi, la confiance en soi. C'est les deux pierres avec lesquelles je travaille le plus, en sachant qu'il y a le cristal de roche qui est une pierre qu'on peut programmer pour fonctionner avec l'énergie qu'on souhaite. Et personnellement, donc j'ai des œufs, on voit, vous voyez peut-être pas trop la différence. Si, là on voit bien hein, quand même la couleur du bois. Ouais. Parce que c'est des bois différents, des pierres différentes qu'il y a à l'intérieur. Je conseille des pierres éthiques pour vraiment différentes raisons. Donc, personnellement, je n'ai pas de jade. Je travaille avec du cristal de roche qui est programmé pour fonctionner comme du jade et ça fonctionne pareil, des retours que j'ai. Parce que le jade est. Les pierres sont précieuses, elles sont. Aujourd'hui, c'est la mode, on en a chez nous de plus en plus. Donc,
il y en a de moins en moins. Le jade est totalement en voie d'extinction, sachant que moi, je ne suis pas commerciale. J'ai parlé de Lydia, c'est avec qui je me suis formée, que j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Elle a sa boutique, c'est Free Money, où elle vend des pierres éthiques. J'ai choisi de fonctionner comme ça, parce qu'il n'y a plus beaucoup de jade, parce que c'est difficile d'avoir des pierres éthiques, et donc au moins le cristal de roche, il est éthique. Je conseille voilà, l'éthique parce que on ne sait pas ce qui s'est passé avant, dans la mine. Il y a un enfant qui est mort pour que nous on se mette un œuf dans notre vagin et qu'on travaille sur l'énergétique. Quelle énergie il y a dans cet œuf, quoi. Donc, pareil, si ça a été entreposé dans des entrepôts et ça y a passé je ne sais combien de temps, je ne sais pas quelle énergie il y a autour. C'est pour ça que je conseille vraiment. Donc, juste pour refaire un point et pour bien comprendre que même dans tes œufs en bois, il y a une pierre à l'intérieur. Soit un quartz rose, soit un cristal de roche que tu as programmé pour qu'il fonctionne comme le jade. Oui. Okay. Terminer sur les pierres quand même. Il y en a d'autres, mais toutes ne vont pas en interne. Donc, même si moi je travaille avec celle-là particulièrement, j'aimerais bien passer quelques petites infos, notamment parce qu'une des personnes qui vend des pierres et qui est plutôt connue, des œufs de Yoni qui est plutôt connue, elle en vend en œil de tigre. Et l'œil de tigre contient de l'amiante, donc je ne le conseille pas en interne. Ensuite, il y a la cornaline et le jaspe rouge, qui sont deux pierres qui sont très puissantes. La cornaline, elle est connue pour le travail sur la féminité. Donc, elle est bien en externe, mais en interne, elle est tellement puissante que je ne conseille pas de l'insérer. Et le jaspe rouge, elle est aussi trop puissante, mais je la conseillerais du coup plutôt à la ménopause. D'accord. Elle va jouer sur le désir, sur la lubrification. Est-ce qu'une fois qu'on a notre œuf, même si on l'a bien choisi, est-ce que tu préconises de faire un nettoyage, justement par rapport à le couper avec son passé et tout ce qui a pu... Quand on a notre pierre, oui, on peut la nettoyer déjà à la pleine lune ou plusieurs nuits, plusieurs jours dans de la terre à la nouvelle lune. Et ensuite, régulièrement, il faudra faire, enfin, c'est bien de faire un nettoyage énergétique qui peut être fait de ces façons-là, qui peut être fait sous de l'eau, sous l'eau de source, dans l'eau de mer, dans l'eau de la rosée du matin, dans les coquilles de noix de Saint-Jacques. Moi, j'utilise beaucoup les coquilles de noix de Saint-Jacques pour les nettoyer. Juste les poser dans la coquille. Ouais. Ok. Une fois qu'on a récupéré nos pierres, qu'on a fait le nettoyage, après un nettoyage aussi hygiénique. Donc là, c'est avec un savon doux, par exemple. Ce que je propose, c'est de se connecter déjà avec la pierre, peut-être de dormir avec la pierre sous l'oreiller, de prendre des temps ou de faire de la méditation avec la pierre pour se connecter à elle. Et ensuite, c'est quand on sent pour l'insérer, de pouvoir se connecter à la pierre, peut-être de faire une méditation avec elle avant de l'insérer. Et même si c'est pour vraiment la tonification du périnée, je ne conseille pas d'y aller en mode bourrine. Bon, allez, c'est l'heure du sport, je prends mon haltère et puis là, je prends mon œuf, je l'insère et voilà. Je propose quand même d'y aller doucement, peut-être de poser la pierre sur soi, peut-être au niveau de son corps, de son cœur, de la poitrine, du ventre, de la vulve, et puis de le poser à l'entrée aussi et de voir comment réagit le corps si on sent que c'est plutôt ok ou plutôt non, pas maintenant quoi. En sachant que j'ai parlé des douleurs à la pénétration, quand il y a des douleurs, souvent il y a un problème de lubrification aussi. Et en fait, en mettant l'œuf à l'entrée du vagin, il y a une lubrification qui s'est faite et du coup, elle peut insérer l'œuf alors qu'avec un bébé, par exemple, il y avait des douleurs. Donc il faut faire connaissance et vraiment en fait se mettre à l'écoute de notre corps et de comment il se sent appelé ou pas avec l'œuf. Moi j'avais vu ça au début que ouais on présentait l'œuf vraiment à l'entrée de la vulve et limite de sentir, de voir quand est-ce que en fait ça s'ouvrait et que limite la vulve appelait l'œuf en fait.
tout à fait, ouais. Après, je me posais la question fréquence. Oui, voilà. J'allais enchaîner là-dessus. Alors, avant la fréquence, le temps. Oui. De combien de temps on met l'œuf en interne. On entend sur Internet, ah bah oui, vous pouvez regarder toute la journée, pendant 3 jours, et puis vous verrez, vous femme ou je ne sais quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment mauvais pour le périnée. À qui aurait l'idée de porter son sac de course pendant 3 jours? Non, au bout de déjà 5 minutes, on n'en peut plus, on se dit, oh, j'ai envie de le lâcher, ou je change de bras. On le sent, les muscles du bras qui en ont marre de tenir le sac. Et le problème, c'est qu'au niveau du périnée, on est peu à l'écoute et on ne sent pas. On ne sent pas le poids qui pèse sur le périnée. Donc, je propose de faire des exercices pendant 15 minutes, 20, 30 minutes max. Par jour? Par jour, oui, oui. Et si on veut faire un travail plus énergétique, là, ça va être de faire une méditation avec, par exemple, pendant, pareil, hein, un temps limité, ou alors de l'utiliser en interne la nuit, qui abîmerait moins le périnée. La fréquence, comme on sent, et pas pendant les règles. Je des conseils pendant les règles. Mais sinon, c'est comme on sent. Après, si on n'a jamais fait de rééducation périnéale, il vaut mieux l'utiliser tous les jours pendant 15 jours, enfin faire une pratique tous les jours pendant 15 jours. Et puis, après, espacer si on veut. Commencer à faire entrer l'habitude dans notre quotidien et après, éventuellement, d'espacer et de le faire vraiment quand on est appelé, en fait. Par exemple, ou une fois par semaine, ça dépend. C'est un temps pour toi. Oui, de toute façon, je pense que ça marche toujours mieux quand on a vraiment envie de faire quelque chose et qu'on est motivé, quoi. Ouais, je voulais apporter une précision qui est intéressante et importante. Ce que tu m'as dit, éventuellement, de ne pas commencer à pratiquer l'œuf de yoni en même temps que, par exemple, apprendre la symptothermie. Alors, pourquoi? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Parce que la pratique de l'œuf de yoni va pouvoir générer plus de glaire cervicale à ce moment-là. Donc, ça va venir induire en erreur. On va pouvoir croire que c'est une période d'ovulation, par exemple. Enfin, après, là, c'est plus ton domaine. Hein. Mais il y a plus de lubrification, en fait. C'est ça qui va nous induire en erreur. Ouais. Donc, potentiellement, voilà, en nous induire en erreur sur la qualité de la glaire et déjà qu'il est un peu difficile de s'approprier la glaire et de les reconnaître, et que si en plus il y a de la lubrification et que voilà, ça peut changer nos interprétations. Donc, oui. Distinguer les pratiques au moins au départ. Au départ de la symptothermie, ouais. Ensuite, il y avait aussi, je trouvais intéressant de pratiquer l'œuf de yoni pour celles qui veulent se mettre au flux instinctif. Je voulais juste rappeler sur le flux instinctif, donc c'est quand on a la capacité de retenir le sang des menstruations, le temps d'aller aux toilettes et de l'évacuer dans les toilettes. Donc sans aucune, on n'a plus besoin d'utiliser de serviettes menstruelles ou autre on va dire, protection hygiénique. Est-ce que là, tu peux juste, pareil, nous donner ton regard, là, comment l'œuf peut nous aider dans cette pratique-là, en fait? La pratique de l'œuf de yoni permet de vraiment tonifier le périnée et du coup d'affiner les ressentis. Donc d'affiner les ressentis dans la sexualité, mais aussi pour le flux instinctif libre, puisque c'est ça l'idée, c'est de bien pouvoir ressentir à quel moment le sang va passer. En gros, si le sang il a déjà passé le col de l'utérus, tu auras beau contracter ton périnée, c'est foutu. Le sang il va couler. Il faut pouvoir ressentir à quand le sang arrive au niveau du col de l'utérus, mais pour pouvoir contracter avant qu'il ait passé le col. Donc, avoir un périnée tonique et d'avoir pu affiner ses ressentis vont permettre de se connecter plus facilement au ressenti du sang qui arrive. Donc, tout comme dans la sexualité, on va ressentir bien plus, ce qui va pouvoir jouer sur le plaisir, sur les orgasmes et sur ce qu'on appelle femme fontaine. Il y a des femmes qui ont découvert ça en ayant cette pratique.
Est-ce que là, tu peux nous parler de toi et tes accompagnements justement à l'œuf de Yoni? Ouais, tout à fait. Et je viens de penser quand même à un petit détail dont on n'a pas parlé, c'est on parlait des tailles, Oui, c'est conseiller la moyenne. Mais en fait, c'est pas tant qu'une histoire de taille, mais une histoire de poids. Au-delà de 110 grammes, c'est dangereux, enfin, c'est mauvais pour le périnée. Et en dessous de 60 grammes, il y a peu d'effet. Mon accompagnement, oui. on peut prendre des consultations ordinaires de 50 minutes. Depuis peu, je propose un accompagnement vraiment tout spécifique sur la pratique de l'ophtalmie. Une pour le jade et le quartz rose, qui inclut 5 rendez-vous et une méditation que j'envoie. Et l'œuf, pour celles qui préfèrent un autre œuf, il vaut mieux qu'on voit ensemble quand même lequel. Et, euh, et par contre, je demande à ce qu'il soit pas percé. Pourquoi sur 5 rendez-vous? Parce que pour moi, l'œuf est un outil dans ma pratique. Donc, si on souhaite utiliser l'œuf parce qu'on a des douleurs à la pénétration, parce qu'on n'a pas d'orgasme, parce qu'on a moins de désir ou plus du tout de désir, pour moi, c'est un outil. Et donc, je travaille de façon holistique et c'est pour ça que je propose 5 rendez-vous pour qu'on puisse travailler autour aussi de la problématique d'une autre façon, mais tout en ayant l'accompagnement avec l'œuf de Yoni, en Et intégrant le tout. très bien. Juste une précision, là, cet accompagnement, il se peut se faire, c'est en présentiel ou à distance? Les deux sont D'accord. Et ta deuxième pratique avec l'œuf en obsidienne? en obsidienne. Donc là, il y a deux formules. Il y a la formule simple avec. Donc, par contre, là, je propose un premier rendez-vous normal avant de s'engager, avant d'avoir de passer à la pratique de l'œuf de l'obsidienne, de m'organiser et je demande s'il y a eu un travail avec le jade parce que ça peut être très difficile à vivre, ce protocole-là, puisque ça va venir travailler sur des ombres, des blessures et du transgénérationnel aussi, mais le jade va permettre déjà de faire un premier travail avant de passer à l'obsidienne. Il y a un premier rendez-vous, ensuite on voit si on s'engage là-dedans. Et à partir de ce moment-là, c'est une formule avec 5 rendez-vous, 2 minutes, de méditation que j'envoie, et puis l'œuf que j'envoie, qui m'a été transmis par un chaman. C'est une carte qui est la formule complète pour l'œuf d'obsidienne avec tout ce que je viens de dire. Et en plus, 3 rendez-vous d'1h30 avec une pratique chamanique qui dépend de ce que je ressens, du moment, de la personne. Donc là, le tout premier accompagnement peut être fait à distance ou en Ok. présentiel. Et par contre, les 3 rendez-vous d'1h30 sont en présentiel. Il va y avoir une pratique autour du feu, de l'eau, d'oracle, avec le tambour chamanique. Tout dépendra du moment, de ce que je ressens de la personne. Et en sachant que ces 3 rendez-vous, si la personne vient de loin, peuvent être faits sur un week-end. J'ai une petite précision que je ne dis pas forcément le mot les femmes, mais je peux dire les personnes, parce que toute personne qui a un vagin peut avoir une pratique avec l'ophtalmie. Et les femmes trans qui ont eu une chirurgie et qui ont un néovagin peuvent aussi utiliser l'œuf de Yoni en interne et vont avoir des sensations un peu différentes. Je te remercie énormément pour toutes ces infos et puis ouais, tous les conseils et détails que tu nous as donnés sur l'œuf de Yoni. Bien sûr, vous retrouverez et je mettrai tous tes contacts en bas de la vidéo, comme ça pour être contacté. Et je suis sûre que Enora sera ravie de vous accompagner. À très bientôt. Merci pour l'invitation et à bientôt. Merci, à bientôt.